la création et la promotion de deux partis par le chef de l'État est un élément d'exclusion des autres formes de pensée. Il faut l'analyser comme ça, et c'est comme ça. La preuve, vous découvrez que les deux seuls partis du chef de l'État vont former les 83 sièges. C'est où? C'est en Corée du Nord? C'est dans quel pays? Plus aucun pays ne fait plus ça. Aucun, ça n'existe plus. Donc, parmi les éléments excluants, le premier élément est le risque de retour à la pensée unique par l'initiative de deux partis politiques par le même président Patrice Talon. Les partis Bloc républicain BR et Union progressiste UP sont la création du président de la République, M. Patrice Talon. En réalité, il s'agit de deux sections figurées d'un parti unique déguisé et fantôme érigé sur les socles du BMP. Nous sommes dans le cadre d'un parti-État de type nouveau. Il faut interdire de telles pratiques visant à la falsification du système partisan et à une fausseté du jeu démocratique. Le BR, Bloc républicain, et l'UP, sur ces faits, doivent être dissous. Il faut les dissoudre. Il faut les combattre et les dissoudre. Il ne peut pas exister. Si nous sommes lucides, si nous sommes des gens d'un niveau de culture politique, intellectuelle, même morale simplement, nous ne pouvons pas accepter qu'un chef d'État crée deux partis à lui seul et les impose à la classe politique. Lorsque j'ai écouté certains, même des professeurs, ceux qui disent professeurs agrégés, je ne sais pas comment ils obtiennent leur agrégation, et cela me rappelle un auteur dont bizarrement j'ai oublié le nom, qui dit que parfois il faut prendre des intellectuels comme les imbéciles jusqu'au moment où ils vous prouvent le contraire, lorsqu'ils finiront par affirmer la science dont ils s'affirment être des intellectuels. Comment des hommes peuvent dire que lorsque deux partis fabriqués par un seul et même individu, le chef de l'État, iront à une élection, que ces élections sont transparentes? Est-ce qu'il y a même élection? Il n'y a pas d'élection. Il vaut mieux nous dispenser de ces milliards pour créer des écoles, créer de l'emploi, faire de l'agriculture. Le premier élément, c'est ça. Deuxième élément, le certificat de conformité. Le certificat de conformité est inventé pour aider les formations politiques Bloc républicain et Union progressiste à franchir le cap de l'article 19 de la charte des partis politiques et pour confisquer le récépissé des partis politiques de l'opposition, bénéficiaires pourtant des dispositions transitoires de l'article 56 de la même loi. Beaucoup ne comprennent pas. J'ai aussi écouté des gens qui ont dit oui, les partis de l'opposition, certains partis ne sont pas capables de se conformer, ils n'ont qu'à aller se conformer. Se conformer à quoi? À l'inexistant? À quelque chose qui est fantomatique? Comment je peux me conformer à un acte de fantôme? C'est impossible. Le certificat de conformité, rien ne s'appelle comme ça. Ce qui se passe contre nous est un péché. C'est un crime. Le certificat de conformité est un élément excluant. C'est inventé pour donner vie au Bloc républicain et à l'Union progressiste qui ne devaient même pas exister parce qu'incapable de franchir les obstacles de l'article 19. C'est aussi inventé pour détruire l'avantage de l'article 56 qui était l'avantage que confère la loi aux partis politiques anciens. Le 14 février 2019, le ministre de l'Intérieur, M. Sakalapia, avait de la peine à justifier le certificat de conformité. Le certificat de conformité doit être dénoncé. Nous devons nous lever contre cette dérive despotique. Et nous devons demander qu'il soit interdit, le certificat de conformité, et qu'il soit détruit. J'en viens à l'article 242. Mais l'article 242 est bizarre. D'abord, c'est un article illisible. Ce qui est illisible est incompréhensible. L'article 242 est la falsification de la représentativité. Hormis l'illisibilité de cet article par ceux-là même qui l'ont inspiré, c'est l'illogine du seuil de 10% au plan national qui vide le code électoral des exigences que sont l'équité et la justice,
sans lesquels aucune disposition ne saurait être érigée ou ne saurait acquérir le statut de loi. L'imposition du seuil de 10% est une source potentielle de vol aux électeurs concernés du suffrage exprimé par eux, avec le risque de l'instauration d'une démocratie à représentation injuste, tronquée et faussée. On élit quelqu'un à Révier. Cette personne est élue à Révier. Et on dit que parce que à Djara, il n'y a pas eu de performance de sa liste, cette personne ne siégera pas. Donc les populations ne verront pas les leurs qu'elles ont élus à Révier, les populations ne verront pas cette personne. Mais les populations verront qui? Celui que les populations ont hué, ont chassé, et celui qu'ils ont refusé dans les urnes. La démocratie, le moyen de la démocratie, dans les années 60, ce qu'on nous a expliqué, le moyen de la démocratie, c'est les élections. La démocratie représentative. Son moyen, c'est-à-dire son système même, son gicleur, c'est les élections. Si les élections sont falsifiées, si la représentation de l'élu ou de l'électeur sont falsifiées, c'est faussé. La démocratie aussi est falsifiée. Qui a pu leur mettre d'écrire ces choses dans une loi? Qui lui a enseigné ça? Quels sont les constitutionnalistes qui sont autour du chef de l'État? Les constitutionnalistes et les hommes politiques qui savent ce que c'est que le pouvoir public, la vertu de la puissance de l'État, doivent être à côté du chef de l'État pour lui dire non, ça là, ce n'est pas possible. Un chef d'État ne peut pas fonctionner qu'avec des courtisans. Donc, il est un problème, cette clause de 10%. C'est une clause dangereuse. On ne peut pas le mettre. On ne peut pas mettre cette clause-là, mettre cette clause. Ce n'est pas possible. C'est un élément excluant. Nous avons également un élément d'exclusion qui est quand même ridicule. Aucun pays n'a fixé son seuil, une caution, c'est-à-dire le droit pour jouir du droit politique, c'est-à-dire ce qu'il faut pour jouir du droit politique. Aucun pays ne l'a fixé à 249 millions. Donc, il y a une indécence de la caution de 249 millions. Il s'agit d'une indécence ridicule et avilissante. Il convient de ne pas nous divertir sur cette singularité mondiale qui renseigne sur la psychologie pathologique des auteurs de la sélection du droit électoral par la discrimination censitaire. Ici, c'est l'intrusion de la perversion de l'argent avec le risque de l'instauration de l'apartheid électoral. Les riches peuvent être candidats. Les pauvres ne le peuvent pas. Mais pourquoi les pauvres iront voter pour les riches? Ils ne se sont pas posé cette question. Vous êtes pauvre, vous ne pouvez jamais être élu. Les riches disent, eux, ils seront élus parce qu'ils ont l'argent. Mais pourquoi les pauvres vont-ils être contraints d'aller voter pour eux? Il y a une falsification, il y a une injustice. Il faut en débattre. Si par hasard, je devais, moi, mettre 249 millions pour aller jouer au casino électoral, je ne le ferai pas. Je préfère mettre ces 249 millions, les répartir en 24 circonscriptions et créer des entreprises pour les jeunes. Parce qu'avec 10 millions, je peux créer une petite entreprise. J'en créerai 24 avec 249 millions. Je prendrai les 9 millions pour faire le tour et les conseiller sur comment ils peuvent se prendre en charge. Je ne jouerai pas au casino électoral. Nous devons nous dresser contre une telle moquerie. La fixation d'une telle caution envers les plus pauvres, porteurs pourtant de la plus grande pauvreté envers l'intérêt général. C'est les plus pauvres, les plus pauvres. C'est parmi eux qu'on trouve des porteurs de plus grande probité, de plus grand amour pour la patrie. Ce n'est pas parmi les autres qu'on prétend. J'en viens maintenant à un autre point de mon développement, qui est la rencontre Soglo-Talon. Il faudrait en parler. Ce n'est pas Patrice Talon qui s'est levé de lui-même et qui dit, ancien père Nicéphore Soglo, je voulais que vous me rendiez visite, je voudrais vous voir. Ce n'est pas comme ça.
c'est le président Soglo qui a demandé à rencontrer le président Talon. Et le président Talon lui a accordé cela. C'est très important dans la démarche. À la sortie de cette rencontre, et malgré cette rencontre, la piste Ngoumbedji monte ses limites et échoue. On l'avait prédit. Le président Ngoumbedji a dit, je n'arrive pas à réunir le consensus, je ne peux pas le faire. Ok, je donne ça à la commission des lois. La commission des lois dit, je donne ça à la plénière. Sachant pertinemment que personne n'a trouvé un résultat consensuel comme ça. Ça n'existe pas dans le monde. Le consensus est trouvé hors du Parlement. Le consensus doit être revêtu de force exécutoire. Le Parlement est contraint de le traduire en loi et le vote a lieu. Mais on dit à ceux qui sont les bourreaux des lois et de l'état de droit, on leur dit d'aller corriger. Ils ne peuvent pas le faire. Mais c'est dans ce contexte qu'il y a eu cette rencontre. Malgré cette rencontre, qu'est-ce que nous observons? Nous observons le pourrissement de la situation. La déchéance du politique a atteint un pourrissement tel que j'ai l'impression me ronge de me résoudre à suspecter que chacun attend son prix pour rompre l'identité entre sa conscience, son être et son paraître. Les choses se déroulent comme si nous ne pouvons plus avoir confiance en personne. Comme si dans ce pays, personne n'est capable de résister à l'arrogance de l'argent. Personne. Ne désespérez pas pour autant, chers amis, parce qu'il existe encore un petit nombre de Béninois. Ces Béninois qui ont encore une certaine conscience et qui ont besoin de savoir ce qui se joue actuellement. Ce qui se joue actuellement, c'est le coup de force en cours. Et ce qui est l'enjeu, c'est le pluralisme politique, la démocratie et l'état de droit. Au cours de la plénière du 22 mars 2019 à l'Assemblée nationale, un député, je ne vais pas lui faire la publicité en citant son nom, dans son intervention, je cite, « Si le consensus pour vous de la minorité, c'est que nous puissions remettre en cause ce que nous avons voté dans le code électoral, alors vous ne l'aurez jamais, car nous n'allons jamais vous le concéder. » Fin de citation. C'est un député qui a dit ça. Je ne voudrais pas lui faire la publicité, mais il est bon que vous sachiez, je vais dire son nom. Je vais dire son nom. C'est le député Okunlola. Okunlola. Il faut que chacun soit mis devant sa responsabilité quand les choses vont arriver. L'opposition demande que les accords internationaux dont nous sommes partis soient respectés. La CEDEAO a dit ça. Le représentant de Guterres, le doyen Chambas, a dit ça. Tous les traités disent ça. Même une mission envoyée par le président du Nigeria a dit ça. Il faut la paix. Tout le monde demande la paix. Je pense que mon combat est pour la préservation des engagements de la conférence nationale, tels que consignés dans la Constitution de la République et surtout son préambule. Mon combat est pour l'amélioration des conditions de vie de nos communautés.